Bienvenue dans ce 8e épisode de la saison Un été abondant. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de t'accueillir. Dans cette vidéo, on va parler de la mission de vie, du Dharma. Donc si tu veux savoir ce qu'est la mission de vie, comment découvrir ta mission de vie et encore plus loin, incarner ton Dharma, bienvenue dans cette vidéo. Alors, mon cheminement par rapport à la mission de vie, c'est quelque chose, la mission de vie, on pourrait dire dans l'Occident, c'est comme un peu la quête de sens. Qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde, comment est-ce que je peux me rendre utile, comment est-ce que je peux connecter avec le bonheur, comment est-ce que je peux être de plus en plus heureuse chaque jour, comment je peux m'épanouir, etc., etc. Donc, c'est dans ce questionnement que j'ai eu depuis mon plus jeune âge qu'à un moment donné, j'ai rencontré la notion de dharma et la loi du dharma. Alors, il y a d'un côté la loi du dharma et le dharma, puis c'est deux choses un peu différentes. Et dans le live d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça, de cette notion de mission. Alors, on a commencé cette saison 1 autour d'un état abondant avec d'abord l'environnement, ensuite le comportement, les capacités. On a parlé des croyances et des valeurs. On a parlé de l'identité la semaine dernière dans l'épisode 7. Aujourd'hui, dans cet épisode-là, on parle de la mission. Et dès le départ, je vous ai dit que vous ne devriez prendre aucune décision en dessous de l'identité. Et que même idéalement, toutes vos décisions devaient partir du plan spirituel, le plan sur lequel on retrouve du coup la mission de vie, la mission d'âme, peu importe comment vous l'appelez, ou cette notion de dharma. Donc, qu'est-ce que le dharma? Le dharma, c'est une philosophie indienne qui veut dire la loi divine, la loi naturelle, la volonté divine. C'est comment naturellement on peut rentrer dans l'accomplissement de soi, dans notre vie d'humain. Vous vous rappelez, je vous ai dit que oui, ok, on est un être humain, avec toute notre expérience, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous anime, les choses que l'on aime, les valeurs que l'on défend, ce en quoi on croit, etc., etc. Tout ça, ça a constitué notre identité. Mais au-delà de notre identité, il y a notre âme. Et le simple fait de croire à l'âme fait que du coup, on va partir du principe que on n'est pas seulement un être humain qui, de temps en temps, a des expériences spirituelles, voire parfois mystiques, mais on est vraiment un être spirituel qui s'est incarné dans un corps physique, et au travers de ce corps physique, en fait, notre âme est venue réaliser des choses. Et on est venu nous se réaliser en tant qu'être humain, oui, mais aussi se réaliser en tant qu'âme. Et on se réalise en tant qu'âme quand on accomplit notre mission d'âme. La notion de dharma, elle est intéressante parce qu'elle nous permet vraiment d'aller exprimer quelle est notre véritable nature. Pas ce que la société attend de nous, pas ce que l'époque dans laquelle on vit attend de nous, pas ce que nos voisins pensent, ou les gens sur les réseaux sociaux, ou nos parents, ou les livres que l'on lit, etc. Non, c'est exprimer sa véritable nature. Et exprimer sa véritable nature, ça commence simplement par le fait de répondre à ses besoins. Ok, donc vous avez, dans les besoins que vous avez, on va utiliser la pyramide des besoins de Maslow pour simplifier au maximum. Vous avez les besoins de la base. Dans les besoins de la base, vous avez manger, dormir, boire, se reproduire, etc. Dans ces besoins de la base-là, vous devez comprendre que si vous avez soif et que vous n'allez pas boire, vous agissez en... j'ai pas le mot qui vient, mais en résistance par rapport au dharma. Vous agissez contre le dharma. Vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire. Ok? Mais au-dessus, vous avez les besoins de sécurité. Est-ce que vous êtes en train, du coup, d'honorer vos besoins de la base? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous avez besoin de manger? Quels sont vos besoins réels? Au-dessus, vous avez tous les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité émotionnelle, les besoins de sécurité financière, les besoins de sécurité psychique aussi. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et comment est-ce que vous pouvez augmenter votre niveau de sécurité? Je pense qu'on en a déjà parlé dans ces lives, à moins que ce soit dans un de mes programmes. Mais l'idée, c'est qu'en fait, avant même de faire n'importe quelle action, pour ne pas partir dans son système de survie et rester vraiment en alignement avec notre âme, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, il va falloir que nos besoins de sécurité, on soit capable d'y répondre par nous-mêmes. Et ça va être simple, on va se dire, ok, de 0 à 10, j'en suis où en termes de sécurité, de mon besoin de sécurité. Si vous êtes quelqu'un qui se sent facilement en insécurité, qui ressent de l'hypervigilance, de l'anxiété, des choses comme ça va être important de prendre en considération ce besoin de sécurité et de vous demander, ok, de 0 à 10, j'en suis où et qu'est-ce que je peux faire? Imaginons que vous soyez à 5, qu'est-ce que je peux passer de 5 à 6? Et peu importe ce qui vient, prenez-le. Ça, c'est un truc, quand vous travaillez avec moi, comprenez que votre inconscient, il vous amène toujours
la direction à suivre. Parfois, cette direction, elle ne correspond pas exactement à ce que vous aimeriez ou à quoi vous pourriez vous attendre, mais votre inconscient vous apporte toujours la bonne réponse. Et si vous commencez à suivre ce que votre inconscient il proposera le truc qui va débloquer votre vie. Mais si à chaque fois qu'il vous dit, OK, là, ça serait bien que tu te sécurises financièrement, là, ça serait bien que telle personne t'arrête de la voir parce qu'en fait, elle te met en insécurité émotionnelle. Je parle par exemple là, si vous êtes en train de dater pour rencontrer quelqu'un et que vous avez quelqu'un qui répond jamais à vos messages, mais juste next. Ne restez pas avec une personne comme ça. Elle vous met en insécurité émotionnelle. Vous n'allez pas construire votre vie avec quelqu'un qui vous met en insécurité émotionnelle. Ça fait aucun sens, d'accord? Donc, prenez soin de vos besoins de sécurité. Au-dessus, nous avons les besoins psychologiques dans lesquels on retrouve le besoin d'appartenance et le besoin d'estime. Dans le besoin d'appartenance, naturellement, on appartient à notre tribu. Notre tribu, en général, ce sont nos parents. On va appeler ça le camp de base. Donc, il y a nos parents, nos enfants, il y a notre famille proche, il y a nos amis proches, il y a vraiment les gens avec qui on passe le plus de temps. Et idéalement, que l'on aime. Okay? Notre camp de base, notre tribu, c'est des gens que l'on aime. Si dans votre tribu, il y a des gens que vous n'aimez pas, sortez-les de votre tribu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais les voir parce que des fois, on n'a pas vraiment le choix. Quand c'est un membre de notre famille ou quand on est dans une famille recomposée aussi, des fois, on peut avoir des beaux-parents, d'ailleurs, soit par mariage, soit parce que l'un de nos parents se remet en couple, etc., avec qui ça ne matche pas. Ben, sortez-le du camp de base. Ça ne veut pas dire que vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas invité lors des réunions de famille, etc. Mais ce que pense cette personne de vous, vous vous en fichez complètement parce que ça ne fait pas partie des personnes que vous aimez. Donc, soyez très attentive avec vos besoins d'appartenance de manière à vous assurer que le clan auquel vous essayez d'appartenir est un clan de personnes, premièrement, que vous aimez, et deuxièmement, un clan de personnes qui vous soutient et qui vous tire vers le haut. D'ailleurs, j'ai un exercice pour vous quand on parle de ce lien d'appartenance. Pour faire du tri dans les personnes qui sont autour de vous, vous allez vous poser 3 questions. La première, c'est est-ce que cette personne est authentique avec moi? Oui ou non? Est-ce que je suis authentique à 100% avec cette personne-là? Oui ou non? Est-ce que cette personne me tire vers le haut? Oui ou non? Pour qu'une personne fasse partie de votre camp de base, vous devez répondre oui à chacun de ces points. Si ce n'est pas le cas, sortez-les de votre camp de base. Ça fera peut-être partie de votre environnement parce que vous ne pouvez pas les sortir de votre vie parce que c'est un membre de votre famille ou de votre famille élargie, mais ça ne fait pas partie de votre camp de base. Donc, vous ne cherchez pas à appartenir à avoir des relations. En fait, vous ne cherchez pas à nourrir votre besoin d'appartenance dans ce genre de relation. Si vous n'êtes pas authentique avec les gens, vous ne pouvez pas l'être parce que vous êtes jugé dès que vous l'êtes. Si les personnes ne sont pas authentiques avec vous, qu'elles sont fourbes et qu'elles ne sont pas droites, etc., vous laissez tomber. Et si elles ne vous tirent pas vers le haut, vous laissez tomber aussi. Vous devez vous sentir 100% authentique. Vous devez sentir que les personnes dans votre camp de base sont 100% authentiques avec vous et vous devez avoir la certitude absolue que ce sont des personnes qui vous tireront vers le haut. Sinon, ces personnes passent du camp de base, elles passent directement à l'environnement et on ne se soucie plus de savoir si on plaît à ces personnes ou pas. On va en parler quand on va rentrer dans les 4 étapes qui vont vous permettre d'aller incarner votre dharma. Donc, les besoins psychologiques, le besoin d'appartenance. Le deuxième besoin psychologique que l'on a, c'est le besoin d'estime. Donc, l'estime de soi regroupe l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Ça, c'est un travail que vous devez faire vous avec vous. Donc, ou vous le faites tout seul, ou vous le faites avec un thérapeute, ou vous le faites avec un très bon coach. Mais quelqu'un qui va vous permettre d'avoir une bonne estime de vous parce que ça fait partie de vos besoins fondamentaux pour aller chercher, dernier besoin, le besoin d'accomplissement. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire que quand je vous dis qu'exprimer sa véritable nature, c'est répondre à ses besoins et répondre à son besoin d'accomplissement, c'est honorer son dharma. Donc, il y a exprimer sa véritable nature, répondre à ses besoins, mais il y a aussi honorer ses valeurs. Et quand je vous parle de valeurs, je vous parle essentiellement, je vous parle, alors oui, de vos valeurs morales, mais essentiellement de vos valeurs motrices. Une valeur motrice, c'est quelque chose pour lequel vous vous mettez naturellement en mouvement. Une valeur morale, c'est quelque chose qu'on vous a transmis par l'éducation, par la culture, etc., etc. Selon à quelle culture vous appartenez, selon quelle éducation vous avez reçue, les valeurs morales que vous avez reçues peuvent différer, bien que, quand même, normalement, la morale est la morale et que l'on sait tous quels sont les principes de base. Moi, je vous parle ici de vos valeurs motrices, de ce qui vous met en mouvement. Et là, c'est très facile de savoir qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, quelles sont vos valeurs.
regardez où va votre argent. Votre argent va là où vous percevez de la valeur. Donc, si vous êtes le genre de personne qui achète beaucoup de programmes de formation, c'est que vous avez une valeur d'ouverture d'esprit ou d'apprentissage, de croissance personnelle qui est très importante pour vous. Si vous adorez regarder des tutos beauté et essayer tous les derniers cosmétiques qui fonctionnent, eh bien, vous avez la valeur beauté. Si votre argent part peut-être beaucoup dans l'achat de livres, pareil, vous avez cette valeur d'apprentissage. Si votre argent part dans les bons restaurants, vous avez cette valeur peut-être de la gastronomie, de découvrir de nouvelles choses, etc., etc. Ce sont vos valeurs motrices et ces valeurs motrices-là, elles ne sont pas placées en vous par hasard. Elles sont placées en vous parce que dès lors que cette chose fait partie de votre environnement, vous allez vous mettre en mouvement pour aller en savoir un peu plus sur ce sujet-là, aller apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, essayer un nouveau make-up, etc., etc. Ces valeurs motrices, hein, elles sont là pour vous aider à passer à l'action. Donc, si vous devez découvrir votre dharma, aller à l'encontre de vos valeurs motrices, c'est la pire des idées. Okay. Vos valeurs motrices sont hyper importantes, elles vous mettent en action et vous allez voir que finalement, la notion de dharma, elle est rattachée à l'action alignée. L'action alignée et la notion de dharma, c'est vraiment cette notion de aller avec le flot, aller avec ce que vous êtes et ce qui vous est proposé. Si, du coup, je reprends mon exemple, vous adorez écouter des vidéos sur la méditation, sur la spiritualité, si vous adorez aller à des retraites de méditation, des choses comme ça, merveilleux. Si vous aimez ça, si vous avez cette valeur motrice, c'est que votre destin, votre dharma vous pousse à aller dans cette direction. Donc, ne désirez pas être autre chose que ce que vous êtes. Vous vous rappelez, c'est la première loi du dharma, c'est vraiment le fait d'exprimer sa véritable nature. Pour s'autoriser à rentrer dans le flow, il va falloir sortir du pilotage automatique, du brouhaha mental, de ce que vous avez l'habitude de faire et de ce qu'on vous dit que vous devez faire et de toutes les pensées parasites que vous avez dans votre mental qui créent un qui fait que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas, en fait, c'est même au-delà, c'est vous ne pouvez pas entendre la voix de votre âme. Donc il faut sortir de ce pilotage automatique-là et sortir du brouhaha mental. Et pour ça, il faut sortir de l'ego. Et c'est là qu'on retrouve la phrase que vous m'avez déjà certainement entendu dire, c'est dans la vie, c'est soit tu vas avoir raison, soit tu vas être heureux. Le premier but de la loi du dharma, c'est l'accomplissement de soi et le bonheur. C'est la quête du bonheur. C'est le fait de se tourner cœur, corps et âme vers sa destinée, vers son dharma, pour contribuer, pour servir. Mais si vous avez construit un ego, donc un personnage social, un masque social, pour rencontrer le masque social des autres, en fait, vous allez rester dans un pilotage automatique qui ne vous concerne pas, qui ne vous correspond pas. Vos amis peut-être adorent justement les retraites spirituelles, etc. Et vous adorez, ou peut-être que vous aimez les retraites spirituelles, mais vous adorez aussi les tutos maquillage, cosmétique, etc. Puis vous, ça vous anime vraiment particulièrement, vous aimez ça. Mais vos amis vous disent que bah, si tu te maquilles, alors t'es pas spirituel. Bon, bah, ça, c'est de l'ego. Okay, et on va rentrer dans cette notion d'ego un petit peu plus tard parce que l'idée c'est renoncer à l'ego, mais renoncer aussi à l'ego spirituel. Combien de personnes ont construit un ego spirituel parce qu'elles ont découvert la spiritualité et qu'elles se sont dit oui, alors si je suis quelqu'un d'éveillé, alors je suis une bonne personne. En fait, l'ego, c'est tout ce qui fait que vous faites cette action-là parce que vous pensez qu'en faisant cette action-là, vous êtes une bonne personne. Ça, c'est de l'ego. En réalité, vous faites les choses pas parce que c'est votre ego qui vous drive, pas parce que les autres le font, pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire, pas parce qu'en faisant ça, vous allez être aimé, pas parce qu'en faisant ça, vous allez ressortir de la reconnaissance, pas parce qu'en faisant ça, vous allez appartenir à un clan auquel vous voulez appartenir, mais c'est cette notion de dharma, c'est vraiment, ok, je fais cette action parce que si je fais cette action, je vais être un petit peu plus moi. Si en faisant une action, vous êtes un petit peu plus vous, alors vous êtes aligné avec votre dharma. Mais pour ça, ça demande de sortir de l'ego, y compris de l'ego spirituel. Je vais vous donner un autre exemple du dharma.
On ne fait pas des actions, dans la loi du dharma, on ne fait pas des actions pour recevoir de l'argent. On reçoit de l'argent par conséquence d'une action qui est désintéressée. C'est-à-dire, vous ne faites pas quelque chose pour avoir de l'argent, vous allez faire quelque chose pour servir, et parce que vous vous mettez au service d'eux, et on va en parler, alors vous allez recevoir de l'argent. Parce qu'il y a une loi dans l'univers, qui est la loi du don, et qui fait qu'on donne et on reçoit, et on fait circuler en permanence cette énergie-là. Plus vous donnez, plus vous recevez. Le truc, c'est qu'il faut donner en fonction de ce que vous aimez véritablement, de vos valeurs motrices, de votre talent et de votre manière unique d'exprimer ce talent-là. Ça, c'est le secret. Donc, qu'est-ce que c'est que le talent? C'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Okay? Découvrir son dharma. Dans découvrir son dharma, il y a vraiment cette notion d'aller découvrir non seulement son talent, mais la manière très particulière que vous avez de l'exprimer. Parce que d'autres personnes peuvent avoir le même talent que vous. Par exemple, en ce moment, dans l'industrie dans laquelle on est là en ce moment tous ensemble, l'industrie du développement personnel, de la spiritualité, du coaching, etc., il y a de nombreux coachs. Okay? Mais selon son être, sa manière d'être, on ne va pas avoir le même type de coaching. Je vous donne un exemple. Un coach qui a dominante Vata va être un coach qui va être beaucoup plus spirituel, qui va beaucoup vous inviter à remettre en gros vos antennes à l'intérieur. Je parle avec mes mots, mais il y a d'autres façons de le dire. À remettre vos antennes à l'intérieur, à vous faire confiance, à aller trouver vos réponses. Ça, en gros, c'est un coach plus type Vata. Un coach type Pitta, il va vous mettre en mouvement. Il va vous faire comprendre que si tu restes dans ta tête, tu prends perpète. Ça aussi, c'est une des phrases que vous retrouvez très souvent chez moi. Et un type de coaching plus Kapha ou Kappa, selon les différentes façons de le dire. En tout cas, je l'ai entendu de ces deux manières-là. Vous me direz, vous me laisserez savoir d'ailleurs si on dit Kapha ou Kappa. Parce que c'est un mystère pour moi. Bref. Les coachs plutôt type Kapha ou Kappa sont des coachs qui vont beaucoup mettre l'emphase sur l'amour de soi, sur le fait que la première des étapes, c'est l'amour de soi. Alors bien sûr, chez tous les coachs, vous devriez retrouver ces trois facettes-là parce que on est un petit peu de ces trois doshas en même temps. On est un petit peu Vata, un peu Pitta, un peu Kapha, et ces différentes énergies sont articulées dans un ordre bien particulier. Et c'est cet ordre bien particulier qui finalement fait notre manière très spéciale d'accompagner les gens dans le coaching. J'espère que vous me suivez. Donc, il y a trouver son talent et sa manière unique de l'exprimer et mettre ce talent au service du monde. Et quand je parle de mettre au service du monde, je parle bien évidemment de la contribution, mais surtout, je ne parle pas de sacrifice. Parce que très souvent, on pense que se mettre au service, c'est se sacrifier. Et c'est deux choses qui n'ont rien à voir. La différence entre les deux, c'est la vibration que vous mettez. C'est pour ça que c'est important quand on se met au service, de se mettre au service de mettre son talent au service des autres. Parce que notre talent, c'est quelque chose que l'on aime. On aime faire ça. Moi, j'adore coacher, j'adore créer des programmes de développement personnel et professionnel. J'adore vous aider à vous réaliser, à devenir chaque jour un petit peu plus vous, à remettre vos antennes à l'intérieur, à devenir un leader, à devenir une femme magnétique, etc., à gagner de l'argent. J'adore créer des choses qui sont autour de ça et qui sont enracinées dans des valeurs très spirituelles. J'adore faire ça. Quand bien même je gagnerais des millions, imaginons demain je joue au loto, à l'euro million et je gagne des millions, je continuerai de faire ça parce que c'est ce qui m'anime profondément. Je suis venue faire ça dans ce monde, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une certitude absolue. Mais quand je parle de mettre au service, en fait, vous allez vous rendre compte que, et ça aussi je vous l'ai déjà dit, il y a deux types de bonheur, le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Dans le bonheur hédonique, vous avez les plaisirs immédiats qui sont importants au quotidien, qui nous permettent de ressentir de la joie et du plaisir. Et puis, il y a le bonheur eudémonique qui repose sur deux piliers, la croissance et la contribution. Quand on suit son dharma, vous allez le voir, mais on va devoir accepter de traverser des peurs. Donc, on va grandir. Et en plus, on va mettre notre talent et notre manière unique d'exprimer notre talent dans ce monde au service des autres, donc contribution. Donc finalement, quand je vous dis que suivre son dharma, plonger de tout son cœur, de tout son âme et de toute cette forme, de toutes ses forces dans son dharma, dans sa mission de vie, finalement, ça nous amène à l'accomplissement de soi et ça nous amène au bonheur absolu. Mais si vous faites ça
en ayant le sentiment de vous sacrifier, vous n'êtes pas dans la bonne vibe. Puis ça n'a rien à voir avec les autres, ça a à voir avec vous. Ça a à voir avec vos conditionnements, ça a à voir avec les injonctions, ça a à voir au fait que vous avez certainement vos antennes à l'extérieur et que vous pensez que vous devriez être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Et ça, c'est une erreur. Parce que la vibe derrière tout ça, c'est l'amour. Le dharma, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus du jour au lendemain. Le dharma, c'est un chemin que vous avez déjà emprunté. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de marcher dans votre dharma, et peut-être que vous êtes sorti du chemin de votre dharma. Ce qui fait que vous n'êtes pas dans votre dharma, ça serait que vous soyez désaligné par rapport à votre vraie nature, qui vous êtes profondément. Donc si vous êtes complètement perdu, je pense que la première chose, c'est de comprendre que marcher le chemin du dharma, c'est un pas à la fois, une journée à la fois. Et c'est aussi de comprendre que, et ça aussi je vous l'ai déjà dit, votre dharma se trouve là où se trouvent vos deux pieds. Arrêtez de le chercher ailleurs, parce que c'est là où vous êtes que vous avez toutes les réponses. Si vous refusez l'endroit où vous êtes en ce moment, et que vous vous dites que c'est pas ici, c'est pas comme ça, vous devriez être plus ceci ou plus cela, vous êtes en train de vous désaligner par rapport à votre véritable nature. Donc, finalement, incarner son dharma, c'est aussi incarner son plein potentiel. Et pour ça, je trouve qu'il y a 10 qualités pour incarner son dharma qui vont vous permettre de commencer à cheminer par rapport à votre dharma, pour commencer à avancer. La première qualité, c'est la fermeté par rapport à l'action. C'est-à-dire, je décide de faire ça, je le fais. Mon action, elle est pas, je sais pas trop. Il y a du leadership énergétique. Je fais ça. J'ai reçu cette intuition, je fais. La deuxième, c'est le pardon, la capacité de vous pardonner. Ok? C'est une chose que je dois travailler très souvent en coaching, c'est d'accepter de se pardonner pour les erreurs que l'on a fait, pour les échecs que l'on a eus. Ça fait juste partie de la vie. Donc on s'aime, on s'accepte, on se pardonne. Ensuite, il va y avoir la maîtrise de soi. Le fait aussi de ne rien voler. Et quand je parle de rien voler, je parle pas de juste pas voler la voiture du voisin ou le téléphone ou la femme ou l'homme de la voisine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment plus à chaque fois que vous prenez des choses qui ne sont pas à vous et que vous les mettez en vous en essayant de vous aligner à ces choses-là, plutôt que de créer qui vous êtes et ce que vous faites. Imaginons par exemple, parce que ça je l'ai vu ça m'est arrivé très souvent, je crée un programme et puis certaines personnes qui sont dans mon programme vont, ça m'est déjà arrivé que ce soit copier mes mots à mots, même les emails, ok? Et le truc avec ça, c'est que je ne connais pas les résultats de ces personnes-là, mais je sais une chose, c'est que ça va être compliqué pour elles de générer des revenus parce que c'est ma vibe. Je pense que ce côté-là, ne rien voler, c'est vraiment comprendre que l'on a tout à l'intérieur de nous. Et c'est toujours cette même chose que je vous dis sur l'abondance est mon droit de naissance. Si vous pensez que l'abondance est votre droit de naissance, pourquoi aller chercher chez les autres alors que vous avez tout à l'intérieur de vous? Si vous allez chercher chez les autres, c'est que vous êtes dans un mindset de manque et de pauvreté. Et donc ça, à mon avis, c'est la première chose à travailler. Donc il y avait ça. Ensuite, il y avait la notion de pureté, de propreté, de prendre soin de soi, en fait. D'avoir une hygiène de vie qui fait qu'on va être capable justement de marcher ce chemin autour du dharma. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous mangez mal, si vous ne prenez pas soin de votre corps, etc., il va s'abîmer, puis vous allez avoir du mal ensuite à pouvoir continuer à avancer. C'est comme quand vous faites une grande randonnée, vous prenez de quoi boire, vous vous équipez correctement, vous prenez de quoi manger pour pouvoir arriver jusqu'au bout de la randonnée. Et d'ailleurs, très souvent, les gens qui elles sont un peu amateurs, ils y vont, ça m'est déjà arrivé ça, n'importe quoi. Des gens qui font des randonnées en claquettes et ils sont fiers d'eux. Sauf que ces gens-là, c'est à cause d'eux que des fois les centres de secours, je parle des pompiers, sont débordés parce que les gens ne sont pas conscients, ne se respectent pas eux et respectent pas les autres. Ils pensent qu'ils sont seuls au monde, donc ils peuvent bien aller faire une randonnée en claquette. Et comme ça, si jamais il arrive quelque chose, c'est pas grave, ils appelleront les pompiers. Sauf qu'entre temps, il y a un enfant peut-être qui a besoin des pompiers, il y a un feu de forêt qui démarre, etc., etc. Et donc c'est de l'irresponsabilité totale. Je suis très très fâchée avec ce genre de personnes. S'il vous plaît, ne soyez pas ce genre de personnes. Prenez soin de vous. Soyez en responsabilité de votre santé, de votre corps et de tout ce qui compose votre environnement. Ensuite, il y a le contrôle des sens dans le sens où
bah, si vous êtes complètement dominé par votre libido, par exemple, bah, c'est dommage parce qu'en fait, vous allez passer votre temps à aller dater et pas votre temps à vous construire en tant que femme, construire votre carrière, décider d'aller vous accomplir, d'aller vers la réalisation de soi, parce que vous allez être complètement dominé par vos sens. Ensuite, il y a cette notion d'absence de violence par rapport aux autres, mais par rapport à vous. Arrêtez de vous maltraiter. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a très souvent, très très souvent, des coachs notamment, ou des débutants dans le développement personnel qui sont extrêmement maltraitants envers eux et envers leur communauté. Et c'est pas de leur faute en fait, ils se rendent pas compte, mais c'est ce qui fait que le coaching ou le développement personnel peut avoir une mauvaise presse. C'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui comprennent pas grand-chose en réalité à ce que c'est réellement le développement personnel et qui pensent que se maltraiter, se forcer à faire des trucs, être dans le sacrifice, avoir un comportement maltraitant par rapport à soi et par rapport aux autres, ils pensent que c'est ce qui va leur permettre de réussir. Ça, c'est vraiment une connerie monumentale, ok? Vous devez prendre soin de vous et prendre soin des autres. Il n'y a pas besoin d'être dans le sacrifice, il n'y a pas besoin d'être dans la souffrance. Ok, ça va être inconfortable, ok, vous allez traverser des choses que vous n'allez pas avoir envie, parfois il y aura de la douleur même, mais la souffrance, elle n'est pas obligatoire. La souffrance, c'est de la maltraitance psychologique. Ensuite, vous avez et le savoir, donc le fait de développer votre intellect, de mettre de nouvelles connaissances à l'intérieur, de développer vos capacités, et de l'autre côté, la connaissance, c'est-à-dire d'appliquer ce savoir, d'incarner ce que vous savez. Très souvent, j'entends des personnes, ou je vois des personnes, où des personnes écrivent, non mais ça, c'est que je le sais déjà. Il y a une différence entre savoir quelque chose et recevoir les bénéfices de cette chose. Faites partie des gens qui, quand ils apprennent quelque chose, ils le mettent en pratique. Parce qu'en le mettant en pratique, vous allez rentrer dans la connaissance. Et c'est là que vous allez recevoir les bénéfices. Et enfin, la 10e chose, c'est vraiment d'être dans cette quête de sens, cette quête de vérité, de vous découvrir pour vous réaliser. Donc, je vous ai dit, le dharma a 3 composantes. Le dharma a 3 composantes. Découvrir son talent, sa manière spécifique de l'incarner et de mettre ça au service des autres. Cette notion de dharma, en Occident, on parle de mission de vie. En fait, c'est vraiment l'alignement. Pour simplifier au maximum, c'est l'alignement entre qui je suis et ce que je fais. C'est l'alignement entre, par rapport à ce que je fais, ça peut être mon métier, ça peut être mes actions, ça peut être mon style de vie, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Mais regardez comme c'est bien fait. Okay, on est au sommet, on est à la mission, on est au dharma, sur le plan de la spiritualité aujourd'hui. Mais si vous regardez l'épisode 7, c'est l'identité. Si vous regardez l'épisode 6, il y avait les valeurs et les croyances. L'épisode 5, les capacités et les comportements. L'épisode 4, les capacités, pardon. L'épisode 4, les comportements. L'épisode 3, l'environnement. L'idéal, c'est d'avoir ces 6 niveaux qui soient parfaitement alignés. Et alignés depuis le plan spirituel. Donc depuis le dharma, votre mission de vie, votre mission d'âme, peu importe comment vous appelez ça. Et l'idée, en fait, c'est que quand vous êtes en alignement, depuis le plan spirituel, depuis votre mission de vie, depuis votre dharma, vous allez aligner votre identité. Donc ça veut dire que si l'identité que vous avez en ce moment, elle ne vous permet pas de vous réaliser complètement, s'il y a des endroits que vous vous autorisez pas à aller, si vous n'êtes pas en train de vivre votre plus grande abondance et que vous n'êtes pas aligné. Donc il va falloir changer votre identité pour vous aligner à votre plan spirituel qui est, la première étape, ça va être de vous reconnecter évidemment avec votre âme. Puis vous allez aligner vos valeurs et vos croyances, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des valeurs morales qui sont extérieures à vous, vous allez vous concentrer sur vos valeurs motrices, ce qui vous met en mouvement, ce qui vous permet de vous réaliser, ce qui vous fait vous ressentir de la passion, de l'enthousiasme, ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Vous allez aligner à ça vos capacités. Peut-être que vous avez besoin d'aller développer certaines capacités et peut-être que vous avez besoin de reconnaître et d'honorer les capacités que vous avez déjà, vos talents. Ensuite, vous allez aligner vos comportements, c'est-à-dire que si vous savez typiquement que vous allez être un petit peu plus vous si vous écrivez un livre, ben votre comportement, ça va être d'écrire un chapitre par semaine, par exemple. Et enfin, votre environnement. Vous allez choisir intentionnellement les personnes et les choses qui font partie de votre environnement parce que vous savez que ça a un impact sur vous. C'est ça l'alignement. L'alignement, ça peut aussi être entre vos pensées, vos ressentis, vos paroles et vos actes.
Ça aussi, ça c'est l'intégrité. Mais c'est une forme d'alignement aussi. Donc maintenant, voici les 4 étapes qui vont vous permettre d'aller incarner votre mission de vie. La première chose, c'est bien évidemment de remettre ses antennes à l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui c'est pour vous, c'est votre âme. Et donc, c'est d'aller écouter votre âme, écouter votre petite voix intérieure, vous connecter à votre propre vibration, votre âme à vous, vous reconnecter à votre intuition, parce qu'en fait, quand vous êtes capable de vous connecter à votre âme et d'écouter la voix de votre âme, et que la voix de votre âme va vous dire, ok, tiens, écris un livre, vous allez vous rendre compte que vous allez rentrer dans la facilité et que ça va être facile de mettre en place des actions parce que ça vient depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc évidemment, comme je vous disais précédemment, remettre ses antennes à l'intérieur, ça implique de sortir définitivement de l'ego, y compris de l'ego spirituel. Et là, je vais vous donner un exemple hyper important. C'est que, imaginons que votre dharma vous conduise à un moment donné à créer une entreprise. J'ai parlé de ça en détail dans le module 3 de mon programme Vendre avec facilité. Mais en gros, votre mission de vie, la vie, enfin peu importe, vous a conduit à un moment donné à découvrir un talent, l'approfondir, le maîtriser et avoir envie de le mettre au service du monde. À partir du moment où vous avez envie de le mettre au service du monde, vous allez créer une entreprise, pardon, j'ai eu un bug parce que j'entendais ma fille, bref. Vous allez mettre votre talent au service des autres et pour ça, vous allez créer une entreprise. Ok? Et cette entreprise, son objectif, c'est de générer beaucoup de cash, de générer le plus d'argent possible et ce n'est pas à propos de vous. Je vous ai dit que l'argent, quand on est dans la loi du dharma, ce n'est pas, on ne fait pas les actions pour avoir de l'argent. L'argent, c'est la conséquence d'une action désintéressée. Vous avez reçu une intuition. L'intuition vous dit, OK, à partir de maintenant, tu te lances en tant que coach. À partir de maintenant, tu te lances en tant qu'astrologue. À partir de maintenant, tu te lances, tu crées une boutique en ligne autour du zéro déchet, etc., etc. C'est votre intuition qui arrive. Et vous faites cette action non pas parce que vous vous dites que vous allez recevoir des bénéfices de cette action-là, mais parce que c'est votre intuition qui vous l'a dit et juste vous vous mettez en, ça va pas vous plaire, mais tant pis, en obéissance par rapport à Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous voulez appeler ça, par rapport à votre âme. Okay, votre âme vous dit quelque chose, vous obéissez. Parce que si vous obéissez pas, oui, mais moi je suis une femme libre, blablabla, eh bien, très bien, mais vous allez être désaligné, vous n'allez pas être dans votre abondance et vous n'allez pas être heureuse et vous n'allez pas vous accomplir et vous réaliser. C'est votre choix. Ensuite, donc la première étape, remettre ses antennes à l'intérieur. La deuxième étape, c'est d'accepter d'entrer dans des phases de silence. Alors bien sûr, le silence que vous connaissez le mieux, ça va être de méditer, mais juste en fait d'arrêter le brouhaha permanent. Combien de personnes se lèvent, allument la télé et fonctionnent toute la journée avec la télé en fond sonore derrière? Mais comment vous voulez entendre la voix de votre âme s'il y a constamment du bruit? Autre chose aussi, un autre profil, un profil d'entrepreneur, où on vous a dit va à la salle de sport, écoute des podcasts, va te balader, écoute des podcasts, toujours écoute des choses, écoute des choses, écoute des choses, écoute des choses. Oui, mais non! Non, parce que si vous écoutez constamment les autres, vous êtes constamment en train de vous remplir de plein de choses et vous n'entendez pas votre voix intérieure. Vous n'entendez pas quel est votre chemin à vous. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Quelle est votre propre manière de penser? C'est vachement bien de se former, j'adore ça. Si vous saviez le nombre de livres que je lis par mois, c'est hallucinant. Mon fiancé se surprend toujours en fait au nombre de livres que je peux lire. Je lis beaucoup, je me forme énormément, j'approfondis tout un tas de sujets qui me passionnent, mais quand je le fais, j'essaye de raisonner aussi par rapport à ce que j'apprends. J'ingurgite pas bêtement tout ce qui est donné. Okay? Donc, le silence, et arrêtez de fuir le silence, parce qu'en fait, quand on fuit le silence, on se fuit. On fuit notre âme. On fuit notre propre guidance. Et on va rentrer dans une forme de distraction permanente. Les réseaux sociaux, la télé,
les mails, une nouvelle formation et une nouvelle formation et un nouveau livre et blablabla. Bla, 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 et il n'y a plus d'espace pour vous avec vous. Vous sans rien faire. C'est dommage. Parce que c'est exactement de cette manière-là que vous allez entendre votre petite voix et votre guidance intérieure. Le truc avec ça, c'est que je me suis rendu compte que, premièrement, on fuit très souvent quand on ressent des émotions désagréables. Et une croyance qui crée beaucoup d'émotions désagréables quand je parle de ne rien faire, du silence, de méditer, etc., c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Si elles s'écoutent, en fait, si elles apprennent à se découvrir, elles ont peur de se rendre compte qu'elles ne sont pas une bonne personne. Et ça, c'est typique d'avoir grandi ou d'être dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui jugent. Quand vous êtes entouré de gens qui jugent, vous allez douter de votre valeur et du fait que vous êtes une bonne personne parce qu'on vous a constamment rejeté, critiqué, jugé, etc., etc. Et vous avez fini par croire que ces gens-là, ils disent la vérité. Là, j'ai une phrase pour vous que je vous dirai tout à l'heure, que j'ai notée, donc je ne sais même pas, je vais vous la dire, je vais vous la lire. Donc, cette petite phrase-là de « Oui, mais Sandrine, et si je me rends compte que je suis une mauvaise personne ?» Est-ce que vous pensez que les mauvaises personnes se disent « Et si je me rends compte que je suis une nouvelle personne ?» Elles sont en pilotage automatique, elles sont dans leur trauma. Les pauvres, quoi. Laissez les mauvaises personnes gérer leur propre karma, occupez-vous de vous. Mais l'idée, c'est plutôt de mettre en place pour vous des espaces de silence, comme du coup la méditation, comme le fait d'arrêter d'avoir constamment de la musique dans les oreilles, constamment des podcasts, constamment la télé, constamment les réseaux sociaux. C'est mettez du silence dans vos vies. Parfois, quand vous prenez la voiture, ne mettez pas toujours un podcast ou de la musique. Laissez voir ce qui se passe dans votre tête, en fait. Tout comme vous prenez votre douche le matin ou le soir. Donc, c'est comme une douche physique. Faites une douche de votre brouhaha mental pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et les flots de pensée sont extraordinaires. Vous savez, je vous le conseille là maintenant depuis, je pense que j'ai découvert ça en 2018, 2017 peut-être même. Je vous en parle depuis 2017. Faites des flots de pensée pour savoir exactement ce qu'il y a dans votre tête. Ça vous permettra de savoir où vous en êtes. Mais ça peut être aussi d'aller en nature, mais sans podcast. D'aller en nature sans musique. D'être à l'écoute de ce qui se passe en vous pour entendre votre petite voix. La troisième étape, du coup, ça va être de se détacher de votre ego et du regard des autres. Ok? Parce que oui, 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 quand vous allez commencer à marcher sur votre propre chemin, marcher sur votre dharma, vous allez être jugé parce que beaucoup de gens, malheureusement, sont pas en train de se réaliser. Okay, ils ont leurs antennes à l'extérieur et ils sont en train de faire tout bien comme on leur dit. Comme on dit leurs parents, comme dit la société, comme dit les influenceurs sur les réseaux sociaux, etc. etc. Plutôt que de faire leur propre chemin. Et j'ai cette phrase pour vous. Tu ne pourras jamais être qui tu es réellement dans le cœur des autres. Chaque personne te ressent à la hauteur de ce qu'elle se permet de s'aimer. Et oui, moins on s'aime et plus on juge. Plus on s'aime, plus on s'autorise absolument tout ce que l'on est, tous nos désirs, tous nos projets, tous nos rêves, toutes nos qualités, nos défauts. Plus on laisse la possibilité aux autres d'être tels qu'ils sont et donc moins on juge. Donc rappelez-vous de ça. Quand quelqu'un vous juge, c'est que cette personne, elle s'aime pas vraiment et qu'elle a besoin d'aller travailler son amour d'elle-même. La dernière étape, c'est évidemment qu'une fois que vous savez qui vous êtes, que vous connaissez votre talent, votre manière unique de l'exprimer, du coup, c'est vraiment de le mettre au service des autres. Et pour ça, il va falloir faire preuve de courage. Pourquoi il va falloir faire preuve de courage? Parce que premièrement, il va falloir oser se montrer tel que l'on est sans s'excuser d'être tel que l'on est, d'assumer 100% qui on est. Mais en plus, il va falloir se donner toutes les autorisations qu'on a besoin de se donner pour aller se réaliser. Donc, c'est-à-dire que si vous avez envie de, je ne sais pas, d'écrire un livre, vous n'allez pas attendre qu'on vous dise que vous avez le droit de le faire. Vous allez vous poser la question, est-ce que je vais être un petit peu plus moi si je fais cette action-là? Oui, ok, je me donne toutes les autorisations. Je m'auto-valide et je m'auto-reconnais. Parce que tant que je laisse ce pouvoir aux autres, ben, j'ai mes antennes qui sont à l'extérieur. Et je ne suis pas en train d'incarner ma véritable nature. Je suis en train de me conformer à ce que les gens pensent de moi. Et il faut évidemment du courage parce que une fois qu'on connaît son dharma, le plus dur, c'est de l'incarner.
hein, n'est-ce pas? C'est vraiment l'étape la plus difficile parce que vous allez devoir traverser des peurs et sortir de votre zone de confort. Et oui, ça va être inconfortable. Mais ça va pas nécessairement être douloureux, ça va pas nécessairement être souffrant, ça va pas nécessairement être un truc absolument horrible, ça va vous demander de développer votre intelligence émotionnelle et votre leadership. Et Dieu sait que ça va être vraiment très très bon pour vous. Je vous demande pardon. Donc je disais, c'est ça. Faire preuve de courage, se montrer aux autres, montrer aux autres qui on est vraiment sans s'excuser, incarner notre dharma qui nous impose d'une certaine manière, c'est pas imposé, mais qui nous demande de passer à l'action, parce qu'on incarne uniquement par l'action, hein, n'est-ce pas? Le plan spirituel, le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique, ok? On vit dans un monde physique, dans une réalité physique, donc pour incarner son dharma, il faut passer par le corps, et du coup, il faut faire des actions pour que les choses que l'on est censé et qu'on est venu manifester se manifestent dans le monde. Incarner, c'est faire des actions qui sont alignées avec notre dharma, et qui sont non seulement alignées, mais qui sont désintéressées. Plus vous êtes capable de poser une action de manière alignée et désintéressée, plus vous donnez, mais vraiment, vous donnez pas pour être considéré comme une bonne personne, vous donnez pas parce que c'est comme ça qu'on doit faire sur les réseaux sociaux, vous donnez pas parce que plein d'excuses, vous donnez juste parce que c'est votre nature de donner cette chose-là. Et vous vous souciez pas de savoir combien vous avez de likes, combien vous avez de vues, combien vous avez de commentaires, vous en fichez. Ok? Dès lors que l'action est intéressée, c'est un peu comme si vous bloquiez le canal de réception de votre propre abondance. Dommage. Mais ça aussi, ça on en parle dans mon programme Riche et Puissante. Dernière chose que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est le fait que au cours d'une vie, même si votre dharma reste toujours le même fondamentalement, la manière que vous allez avoir de l'exprimer peut changer. C'est comme ça que si on prend mon exemple, j'ai été bénévole à Médecins du Monde, j'ai été sapeur-pompier volontaire saisonnier pendant 15 ans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qui sont, vous voyez, plutôt des métiers entre guillemets sauveurs. Et au final, l'un de mes objectifs de vie, c'est vraiment d'être au service des autres, de leur permettre de s'aimer, de croire en eux, en leurs rêves, de remettre leurs antennes à l'intérieur et de passer à l'action pour se réaliser. Voilà, c'est ça que je suis venue faire. Et cette chose-là, je peux la faire en étant maman avec ma fille, je peux la faire avec mon conjoint, je peux la faire avec vous sur, voilà, sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je peux le faire avec ma famille, mes amis, euh, peu importe, vous voyez? Et c'est toujours le même dharma, c'est toujours la même chose. Il y a certaines personnes qui étaient d'abord infirmières, puis deviennent naturopathes. C'est toujours aider les gens à prendre soin de leur santé, n'est-ce pas? Mais la manière de l'exprimer est différente. Donc ça veut dire que certains d'entre nous vont garder le même dharma tout au long de leur vie. Ok, moi j'ai quand même la même ligne conductrice. Après mon bac, j'ai fait mes 5 ans de psycho. Après, pendant que j'étais en train de faire mon master 2 en psycho, c'était même ma licence, je crois, peu importe. Pendant mes études de psycho, je me suis formée au coaching et depuis, c'est ce que je fais. Donc, il y a quand même une linéarité chez moi qui c'est quand même quelque chose de très stable, ok? Mais pour vous, ça peut avoir changé. Peut-être qu'après avoir été naturopathe, finalement, vous vous êtes rendu compte que vous avez envie d'être thérapeute ayurvédique. Peu importe, ok? Mais pour certains d'entre nous, ce sera très stable et pour d'autres, il va y avoir beaucoup de changements et de bouleversements parce que certaines personnes ont une tendance à avoir besoin de beaucoup renaître constamment à qui ils sont et d'autres personnes se trouvent assez rapidement. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, ok? Ce qui est vraiment très très bon, c'est d'honorer qui vous êtes, d'honorer votre véritable nature, de vous connecter à votre dharma, d'être juste qui vous êtes destiné à être, de dire ce que vous avez à dire et de faire ce que vous allez à faire et d'aligner votre identité, vos croyances et vos valeurs, euh, vos capacités, vos comportements et votre environnement depuis ce plan spirituel, depuis cette mission de vie, depuis ce dharma. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous aime, je vous embrasse. Si vous voulez en savoir plus, j'ai failli oublier de dire ça, mais si vous voulez en savoir plus sur cette notion de dharma, sachez que j'ai un programme qui s'appelle Dharmasana, qui a été créé en 2022, qui a été comme la première fois que Dharmasana a été créé, c'était en 2019. La première fois qu'il a été vendu, c'était en 2020. Il y a eu une nouvelle version qui est sortie en 2022, donc c'est vraiment un sujet
sur lequel pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à parler et à approfondir, etc. Donc voilà, si vous avez vraiment envie d'approfondir cette notion de mission de vie de Dharma, regardez dans la description, il y a un lien pour rejoindre Dharmasana. Si le lien n'y est pas, parce que j'ai oublié, ce qui est totalement possible, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, comme ça je penserai à vous le mettre. C'est ça qui est ça. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, ça me fera un immense plaisir d'y répondre. Et si vous appréciez mon contenu, eh bien vous pouvez vous abonner, mettre des petits pouces en l'air, comme ça va booster un petit peu ma visibilité et ça va me permettre d'être au service d'encore plus de monde. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle la semaine prochaine. Bye.